Avatar, c'est toujours mieux la deuxième fois. Avatar 3 de feu et de cendre critique deuxième visionnage. Car oui, j'ai revu le film, j'ai revu Avatar 3 une deuxième fois au cinéma et j'ai envie de parler un petit peu du format avant de reparler de l'œuvre en soi. Grosso modo, la première fois que je l'ai vu, c'était en IMAX 3D au Kinépolis de Bruxelles, l'un des plus grands écrans d'Europe. C'était une expérience qui est à la fois immersive, gigantesque, c'était absolument génial. La 3D était impeccable, pareil, elle était marquante, il y avait un vrai relief et justement ce gigantisme de l'IMAX change complètement ta séance, c'est exceptionnel. Même si le film n'est pas en 1,43 comme entre guillemets le vrai IMAX, ça reste quand même hyper impressionnant ce genre d'écran. Maintenant, il faut aussi savoir que le film est en HFR. HFR, c'est-à-dire que High Frame Rate. Donc en gros, il y avait 40% du film d'après Cameron qui est en 40 images par seconde, 48 pour être précis, et les autres 60% en 24 images par seconde. Et honnêtement, quand je l'ai vu en IMAX 3D, j'ai pas du tout remarqué. Franchement, le switch d'une framerate à une autre m'a pas du tout choqué, m'a pas du tout étonné, c'était vraiment top. Maintenant, j'ai revu le film en Dolby Cinema au Pathé Alésia à Paris. Je me suis déplacé à Paris pour faire l'émission Rage Bait et le matin, je suis allé voir donc le film dans un format que j'avais jamais vu auparavant. Moi, le Dolby Cinema, c'est quelque chose que je connais pas du tout, mais c'est Cameron qui recommande le Dolby Cinema pour ce film. Pourquoi? Parce qu'au fait, il sait que la majorité des salles IMAX sont pas bonnes, c'est ça la vérité. Je sais même pas si je conseille d'aller voir ce film en IMAX en France parce qu'il y a quasiment aucune bonne salle IMAX en France. Il y en a quelques-unes mais très vite fait, c'est inégalable par rapport à une salle comme celle de Londres ou celle de Bruxelles. Bon, peu importe, mais en tout cas voilà, c'est Cameron aussi qui disait que Dolby Cinema, c'est un format à essayer. Moi, je suis allé voir pour la première fois ce format-là et revoir une deuxième fois le film et j'avoue que c'était pas mal du tout, mais c'est vrai qu'il y a quand même des différences aussi majeures. Bon, le côté gigantisme disparaît parce que le format du Dolby est différent et la salle est bien plus petite, ça c'est logique. Après, si vous allez dans une grande salle Dolby Cinema, je pense que ça joue, mais comparé à un IMAX, c'est vrai que l'IMAX est préférable si vous voulez le gigantisme. Et pour un film comme Avatar, le gigantisme, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Mais aussi, il faut le dire que l'HFR m'a beaucoup plus marqué dans ce format-là. J'ai beaucoup plus vu les différences de baisse de FPS d'une scène à une autre et c'était bien plus dérangeant que le format IMAX, j'en ai pris plein la gueule et j'ai même pas remarqué pour le coup. Et même la 3D, qui est techniquement la même 3D hein, pour le coup, j'ai été moins immergé, il y avait moins de relief, j'étais moins impressionné et c'était un peu bizarre comme expérience fatalement à cause de ça aussi. Alors oui, les couleurs étaient évidemment plus vives, plus profondes, plus claires et je pense que ça compense la baisse de luminosité de la 3D comme si vous allez chez UGC. Vous savez, chez UGC, les lunettes 3D, elles rendent le film plus sombre, ce qui est vraiment dommage. Mais là, avec le Dolby, ça compense, je pense, ce côté-là où avec les lunettes, ça serait plus sombre. Donc en vrai, c'est une bonne séance cinéma, ça envoie du pâté, mais c'est vrai que j'ai clairement préféré ma séance IMAX. Je sais pas si je retournerai voir le film en séance classique 3D à l'UGC Lille, par exemple. Je vais voir si j'ai le temps et j'en parlerai après. Mais en tout cas, c'est vrai que le son est incroyable, l'image est folle, la qualité est meilleure en Dolby. À titre personnel, si je pouvais voir plus de films en Dolby Cinéma, ça serait super. Même si évidemment, je préfère l'IMAX. Cependant, comme je l'ai dit dans ma critique, peu importe la séance ou la technologie, vous allez prendre une claque visuelle, vous n'avez pas besoin d'IMAX ou Dolby Cinéma. Mais s'il faut choisir, pour moi, c'est séance classique, ensuite Dolby Cinema, ensuite IMAX. Voilà, de la moins bonne à la meilleure, en tout cas de celle que j'ai essayée. J'ai pas essayé Avatar 3 en séance classique pour l'instant, mais j'ai revu le 2 récemment à l'UGC. C'était une séance classique. En Dolby, ça reste mieux et en IMAX, c'est évidemment beaucoup mieux. D'ailleurs, allez voir cette critique, car je vais pas répéter ce que j'ai dit là dans la vidéo d'aujourd'hui. Et je vais vous donner un deuxième avis sur le film avec des choses que j'ai remarquées, des choses positives, négatives. Je vais aussi répondre aux commentaires et à d'autres critiques que j'ai vues en ligne. Et je vais évidemment tout spoiler concernant ce film aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas vu Avatar, allez voir cette critique, il y a une partie no spoil. Ensuite, revenez sur ces deux vidéos. Mais si vous voulez ma vraie critique, entre guillemets, c'est cette vidéo-là. Et si vous voulez un débat, on a fait une émission sur ma chaîne YouTube, évidemment aussi disponible en VOD, qui parle de James Cameron et d'Avatar pendant littéralement 3 heures. C'est dispo aussi depuis ce jeudi. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, un commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse ou Italie, vous allez avoir la VE-STFR et même la VEV dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà le film Prise au piège, Nouvelle Vague ou encore Neza 2. Sur Disney+, vous avez Les 4 Fantastiques, Lilo & Stitch et Elio. Sur Apple TV+, vous avez le film F1. Sur Paramount+, qu'il faut utiliser depuis l'application Paramount directement et vous pouvez le faire si vous avez l'abonnement via MyCanal. Il suffit de vous connecter avec votre compte Canal sur Paramount. Vous inquiétez pas, c'est très simple. Vous avez déjà accès à Mission Impossible de Final Reckoning. Même chose pour HBO, connectez-vous à HBO avec votre compte Canal ou directement à HBO pour avoir accès à Superman, Weapons ou Eddington. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez l'abonnement via un pays de l'Union Européenne
comme la Roumanie, la Bulgarie, où c'est moins cher. Et oui, ça fonctionne encore aujourd'hui. Il y a des tutos en ligne qui vous disent comment faire simplement. Et ça marche sur plein d'autres abonnements, comme Letterboxd Patron par exemple. Vous le savez, en ce moment, il y a des sites internet en France qui nécessitent de mettre sa carte d'identité en ligne. Et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez contourner ce problème et continuer à vous Jake le Sully en paix, prenez un VPN. De même, si vous voulez regarder des films un peu difficiles d'accès, vous savez, parfois en tant que cinéphile, il faut naviguer les mers sombres. Utilisez un VPN pour être en toute sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut le faire. En quelques clics, c'est fait, sans aucun problème. C'est d'une simplicité folle. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description alcortario.anglais afin de vous abonner à Burgos VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Avatar, c'est toujours mieux lors d'un deuxième visionnage car à chaque fois on sait pas vraiment à quoi s'attendre. Le premier était une surprise, le deuxième aussi. D'ailleurs, beaucoup de personnes préfèrent le deuxième suite à un revisionnage du deuxième. Et là, pour le troisième, je pense que c'est un peu la même chose. C'est à chaque fois la déception des gens. Le 2 était vraiment critiqué car c'était le même film. Et cette fois-ci, celui-ci est critiqué car c'est un petit peu le même film, c'est vrai, en termes de recyclage, on va en parler juste après, mais j'en ai beaucoup parlé dans ma critique aussi, mais aussi par le manque d'intérêt pour le peuple du feu. Je pense qu'il y a un vrai problème de marketing par rapport à ça, et je pense que Cameron pouvait pas s'en sortir tout simplement. Parce que s'il parlait plus du peuple du feu, les gens allaient critiquer le fait que le premier film c'est la forêt, le deuxième c'est l'eau, et là le troisième c'est le feu, donc ils allaient dire, bon, en fait, c'est pas une saga ambitieuse. Mais de l'autre côté, s'il parlait pas du peuple du feu, il y avait ce côté où il mettait de côté, littéralement, tout un peuple, une civilisation, et forcément les gens étaient frustrés. Mais la frustration, d'après moi, vient surtout du marketing, car il y a un vrai problème qui est juste lié à comment ils ont vendu ce film. Car ce film, en fait, c'est La Voix de l'eau, partie 2. En réalité, et le titre de Feu et de Cendre ne concerne pas un nouveau peuple, même s'il est un petit peu présent, mais concerne un titre symbolique par rapport à la violence, à la haine, qui se répète comme un cycle. Et ça, c'est Cameron qui l'a souvent dit en interview, mais c'est vrai aussi par rapport à l'œuvre. Tous les gens sont énervés ici, tous sont en train de perdre leur humanité, et c'est un peu le concept aussi. Mais c'est ça le problème, c'est que fatalement, on a fait La Voix de l'eau, là c'est le feu, les gens s'attendaient à quelque chose de différent. C'est pour ça que je pense que les attentes étaient vraiment spéciales, étaient particulières, et je pense vraiment que vous débloquez entre guillemets le film, comme beaucoup de films d'ailleurs, pas que Avatar, lors du deuxième visionnage, car vous savez vraiment à quoi vous attendre. Et je pense vraiment que beaucoup de personnes, une fois leurs attentes mises de côté, une fois la déception, on va dire, créé par vouloir voir des choses qui ont été un peu promises dans le marketing. C'est vrai qu'ils étaient promises dans le marketing. Je pense que le film sera meilleur. Ou alors la frustration va continuer, ça je n'en sais rien. Il faut savoir que les défauts persistent lors du deuxième visionnage. Alors pas tous, mais j'étais moins frustré par le montage du film en le revoyant. Parce qu'encore une fois, je savais à quoi m'attendre. Je savais comment regarder le film, quels seraient les enjeux narratifs, les révélations, tout ce qui allait se passer. J'avais critiqué qu'il manquait peut-être certaines scènes, que le montage était un peu charcuté par rapport à ça. Et c'est vrai que je pense qu'il manque 20 minutes, 30 minutes au film, ou en tout cas à la vision de Cameron. Et je ne serais pas du tout étonné, et je maintiens qu'une Director's Cut, d'après moi, va sortir. Peut-être pas en version Blu-ray tout de suite, mais peut-être dans 1 an, 2 ans, j'en sais rien, mais j'imagine vraiment une Director's Cut voir le jour, parce qu'il y a une vraie frustration par rapport au montage, qui se ressent encore aujourd'hui, suite à un revisionnage, mais c'est vrai que ça passe mieux tout de même que la première fois. On avait vraiment l'impression que c'était charcuté par rapport à des intrigues, des scènes, des arcs narratifs, des dialogues. Là, c'est un petit peu mieux, mais il manque encore une fois ce truc en plus qui aurait pu rallonger le film, qui d'après moi va exister. Alors, pas beaucoup de personnes ont posé la question à James Cameron par rapport à une Director's Cut. Il a dit qu'il y avait beaucoup de scènes coupées, au moins des scènes coupées, quoi, qu'il en rajoute 6-7, ça serait déjà intéressant à voir ce que ça va donner, ou des scènes rallongées. Tout simplement. Mais ça passe mieux au deuxième visionnage, ça c'est clair. Le temps, franchement, les 3h17 passent beaucoup mieux aussi, parce que la première fois, tu te prends le truc dans la gueule, il y a beaucoup de choses à analyser, à voir, à comprendre. La deuxième fois, une fois que tu as tout compris, tu redécouvres un peu le film et c'est très sympathique. Alors oui, par contre, le recyclage est toujours présent et c'est frustrant. Encore une fois, le terme que j'avais beaucoup utilisé dans ma critique, c'était frustrant, et je maintiens, c'est le terme à utiliser. Je vais pas reciter tout ce que j'ai dit dans la critique, mais en gros, pour moi, il fallait trouver un autre moyen de ne pas répéter certaines formes, certains outils scénaristiques. Le kidnapping d'enfants, c'est flagrant à quel point il kidnappe des enfants dans les 2 films, enfin le 2 et le 3. Ewa qui est une nouvelle fois, bref, je vais pas me répéter, mais c'est vrai que Cameron a lui-même dit en interview récemment, parce que j'ai bouffé beaucoup d'interviews de Cameron ces dernières semaines, qui a raconté toujours la même histoire en boucle, et c'est vrai que là, ça se ressent encore une fois. Mais juste un petit point sur le recyclage, moi je maintiens tout de même que si c'est le problème majeur de l'œuvre, et que c'est frustrant, c'est vrai, et que c'est peut-être moins fort et impactant que les précédents à cause du recyclage aussi, mais que c'est le vrai seul défaut de l'œuvre, franchement, ça va. Honnêtement, franchement, moi, je trouve que ça va. Il fait des choses recyclées en beaucoup mieux, en plus, mais si c'est le seul gros problème que vous avez avec le film, moi, je pense que c'est un très bon problème à avoir.
en réalité. Parce que c'est ce que je vois le plus souvent dans les critiques, sur Internet, j'ai demandé vos avis, les commentaires, c'est ah oui, ça reprend des schémas narratifs des précédents. Ok, mais si c'est ça le seul problème, franchement, moi, des avatars, je peux en bouffer tous les ans, il n'y a aucun problème. Hein. Franchement, vu l'expérience, vu ce que c'est, vu la qualité scénaristique et de mise en scène, si c'est ça le seul problème, moi je l'ai dit, c'est un problème. Faut pas être naïf, c'est un véritable problème. Mais si c'est l'un des gros et l'un des seuls, ça gâche pas le film. Franchement, au contraire, je pense que c'est très bien comme ça, même s'il y a ce problème. Et oui, le rythme du film sera meilleur au deuxième visionnage, et il reste l'un des points faibles de l'œuvre avec, et justement à cause, je dirais, de ce recyclage. Mais honnêtement, quand les gens me disent qu'il n'y a pas de prise de risque et pas de mort, je suis pas d'accord. Il y a beaucoup de prises de risque dans tous les arcs narratifs qui sont nouveaux. Vous voyez quasiment jamais ça dans un blockbuster par rapport à la quête d'identité des nombreux personnages, les relations amoureuses, le père littéralement qui va peut-être tuer son fils mais qui n'est pas vraiment son fils, le méchant qui change pour sauver son fils mais pas vraiment une vraie rédemption non plus. Il y a un tribunal des baleines 2 fois dans un blockbuster de 3 heures. Disons les choses, il y a quand même des éléments qui sont marquants et je trouve ça réussi parce que le deuxième a tué littéralement le personnage principal et du coup le troisième, tout le long du film, tu penses que d'autres vont mourir. Et en vrai la surprise c'est d'avoir personne qui décède entre guillemets d'important. Donc je pense que c'est plutôt une bonne idée d'avoir semé ce doute et d'avoir tué quand même quelques personnages comme Ronald, ses enfants, des choses comme ça. Pour moi, ça fonctionne et la mort ne crée pas nécessairement du drame ou de l'émotion. Moi, j'étais quand même ému. D'ailleurs, j'étais bien plus ému la deuxième fois que j'ai vu le film que la première, surtout avec la fin, on va en parler juste après. Mais les gens qui disent qu'il n'y avait pas assez de prise de risque et de mort, bah, honnêtement, moi j'ai trouvé ça très solide, très propre, et en termes de blockbuster, des prises de risque, il n'y en a pas souvent. Donc là, franchement, faire un film comme ça aujourd'hui, c'est un miracle, c'est une anomalie. Donc je pense que vraiment, scénaristiquement, les gens qui disent que c'est vide, j'en ai parlé pendant 1h13, ma critique précédente, je suis pas du tout d'accord, vous l'avez bien compris, je pense qu'ils sont complètement à côté de la plaque, d'après moi. Mais en tout cas, il y a des morts, alors peut-être pas les morts majeures, parce que peut-être des gens voulaient voir Jake mourir, ou des enfants de la famille Sully, mais il y a quand même des morts, et je trouve que l'émotion réside dans le fait de pouvoir communier avec les morts, on en parle juste après. En termes de mise en scène, beaucoup ont fait la remarque, mais les plans GoPro, entre guillemets, Steadicam, ils sont super réalistes, mais tout le film, en fait, tout le film, on y croit à fond. Tout est hyper prenant, c'est du live action en réalité, enfin on ne dirait pas de l'animation, c'est du live action, on y croit à 200%, il n'y a pas une scène où on n'y croit pas. Et là en le revoyant, bah, tout le film tu te dis, bah, peut-être ils ont construit ces cabanes, non, ils n'ont rien construit du tout. C'est littéralement un entrepôt, ils font les films là-bas et puis basta. Il y a des gens qui critiquent le fait que Took était beaucoup moins présente et qu'elle sert à rien. Oui, bah c'est une enfant de 7 ans, il y a un moment, je peux comprendre qu'elle soit pas hyper marquante, il n'y a aucun souci, hein. Je suis d'accord avec les gens qui disent ça, mais c'est vrai que tous les personnages après moi, ils ont des arcs narratifs, ils sont assez forts, ils ont de l'émotion, ils ont un charisme, les acteurs sont bons, donc même si Took n'est pas le personnage le plus développé, je pense qu'il aura une importance capitale dans les prochains films. Là, ça me dérange pas, vu que le reste est solide, et c'est un film qui a beaucoup de personnages. Pour parler de quelques détails que j'ai remarqués, lors du début, vous savez, la communion avec Neteyam et Loak, il y a Neteyam qui dit « High Four » au lieu de High Five. Vous savez, High Five, c'est tape là, mais sauf qu'il a 4 doigts. Mais faut savoir que les Sully n'ont pas 4 doigts d'habitude. Mais vu que là, il est dans le monde d'Eywa, le monde des esprits, c'est un vrai Navi, entre guillemets, donc il a 4 doigts. C'est un petit détail, mais je trouve que c'est assez intelligent de dire que maintenant, il fait vraiment partie d'Eywa, des Navi, et biologiquement aussi. Et c'est aussi un truc qui est beaucoup revenu, c'est la langue Navi. Ah, mais les gens, ils parlent plus Navi, c'est chiant, dans le premier, ils parlaient beaucoup Navi et tout. Rappelez-vous, dans le deuxième film, c'est expliqué pourquoi on n'entend plus parler Navi. C'est que Jake s'est tellement habitué à entendre parler Navi que pour lui, c'est devenu de l'anglais. Et forcément, là, il y a toutes les scènes où ils vont parler Navi entre eux, et pour nous, ce sera l'anglais. Et d'ailleurs, la scène entre Quaritch, Varang et le personnage d'Admiral d'Eddie Falco, vous savez, quand ils ont capturé Jake, ils parlent les deux langues. Parce que lorsque Quaritch parle à Varang, c'est une autre langue, et lorsqu'il parle à le personnage d'Eddie Falco, c'est une autre langue. Et on le ressent dans le dialogue, parce que le mec doit littéralement traduire. Donc, en fait, les langues sont encore présentes aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on n'entend plus du Navi, parce que voilà, le scénario fait que on a changé la manière de faire les choses. Et maintenant, le Navi est devenu de l'anglais pour Jake, mais aussi pour les spectateurs. Donc oui, je peux comprendre la frustration de ne plus entendre du Navi, mais fatalement, c'est bien expliqué dans le scénario d'un point de vue objectif. Jake qui s'attaque à Loak et le fait culpabiliser après qu'il ait défendu Payakan, je trouve que c'est une belle scène. Vous savez, Loak qui est vraiment au bord des larmes. Et j'aime bien parce que Loak défend Payakan, car Payakan s'est rebellé et a utilisé la violence et l'agression contre le peuple du ciel. Et en même temps, Jake s'énerve contre Loak, car il fait la même chose que Payakan. Il n'écoute pas les ordres, il désobéit aux traditions, à ce patriarcat qui est dans la famille. Mais en même temps, ce qui est fort, c'est que Jake fait ça aussi.
Jake, c'est littéralement le mec qui a toujours désobéi, qui s'est rebellé. Donc Jake est énervé de voir Loak et Payakan faire ce que lui a toujours fait. Et c'est un peu l'hypocrisie de la situation que j'aime bien, et Jake s'en rend compte au fur et à mesure. C'est ça qui est fort aussi. Payakan blessé est sauvé par Tanoch. Tanoch, c'est le Tulkun qui est donc vraiment blessé pour le coup. Payakan ne meurt pas, même s'il joue un peu sur ça, et c'est donc Tanoch qui va sauver Payakan. On a une scène par rapport à ça. Et moi j'avais dit dans ma critique que je trouve que c'est un peu nul que ce soit un Tanoch, un nouveau Tulkun, qui apparaisse et qui mette de côté Payakan. Cependant, c'est vrai qu'il y a un truc sur Tanoch qui remplit une fonction intéressante, parce que Tanoch, c'est le premier Tulkun en réalité à s'être rebellé. C'est le Tulkun qui a sauvé Payakan. C'est le premier Tulkun, donc un peu l'élu, qui s'est rebellé contre le peuple du ciel. Donc là, que Tanoch ait le droit de nouveau sauver son peuple, dont Payakan, qui est une sorte de disciple spirituel, même s'ils se connaissent pas vraiment, enfin ils font partie du même clan, mais ils se sont séparés, c'est assez émouvant, fatalement. Et en revoyant le film, c'est que j'ai compris pourquoi Tanoch a une place aussi importante, c'est que c'est l'OG, entre guillemets, donc c'est émouvant, c'est cathartique parce que c'est Tanoch qui se venge du pêcheur qui lui a sûrement fait du mal, et j'adore aussi l'idée que l'eau rentre dans son œil, mais il n'y a pas d'œil forcément, du coup il y a une sorte de creux, et il y a une physique de l'eau qui est géniale, mais il y a ce truc où c'est parfaitement mélangé d'avoir ce creux de l'œil avec l'eau, c'est presque spirituel, c'est assez beau, et si on parle de spirituel, en fait, vous savez, le tribunal des Tulkun, c'est un peu des monolithes qui sortent de l'eau, ça fait très 2001 l'Odyssée de l'espace, comme on l'a vu avec Eywa, et il y a plein de gens qui pensaient que Eywa ressemble à cette mère ou ce bébé. En fait, pour moi, Eywa, elle n'a pas de représentation physique, elle n'existe pas vraiment en soi. C'est juste comme ça que Kiri, mais les autres aussi, aperçoivent Eywa. Vous savez, c'est un peu Gaïa, mère nature, la déesse de la terre. Donc ça fait vraiment une référence à 2001 plus qu'autre chose. Spider, lui, son épilogue, je l'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que le film se finit sur lui. Je trouvais ça très émouvant de mettre en avant l'un des hybrides qui rejoint spirituellement et physiquement Eywa, et c'est l'enjeu principal aujourd'hui pour Pandora, c'est Spider, parce qu'il a à la fois une bénédiction, mais aussi la clé pour le peuple humain de coloniser parfaitement Pandora. Et en même temps, ce qui est fort, c'est que Jake et Neytiri ne sont pas dans la scène. Alors tous les autres personnages le sont, il y a Grace, il y a les personnages du premier film, du deuxième, il y a les morts du troisième, et Jake et Neytiri, il y a un plan sur eux qui sont en dehors et qui observent la scène, et ils sourient, donc ils sont contents, mais en même temps, ils ne sont pas dans l'arbre des esprits, ils ne sont pas directement inclus dans cette communion, cette cérémonie. Et je trouve que c'est intéressant de finir le film sur Spider, comme ils ont fini le film à l'époque sur Jake. Vous savez, le premier film, il y a cette même scène où on voit un système nerveux et ça dézoome sur Pandora de nuit avec la bioluminescence, et c'est le plan final. Spider est fatalement le prochain Jake de l'histoire. On pouvait penser à Loak et des choses comme ça, mais Spider aura une place vraiment capitale dans l'histoire. Après, je maintiens que l'épilogue est trop court. Je veux dire, la bataille finale se finit et le film se finit 5 minutes après, quoi. Il fallait plus de scènes, une cérémonie, je sais pas, des funérailles, encore une fois, un truc. Mais ça fait très scène coupée, encore une fois. J'aurais aimé avoir plus de temps après la grande bataille pour me poser, me dire « Ok, c'est fini ». Le 2, c'était pas très long, mais il y avait des funérailles, il y avait un processus d'explication, de choses. Là, ils finissent la bataille finale et 5 minutes après, le film est terminé. Donc forcément, encore une fois, il y a une petite frustration. Et ce que les gens n'ont pas forcément aimé, je l'ai vu beaucoup dans les commentaires et d'autres vidéos, c'est le fait que maintenant, Jake ne soit plus le personnage principal. Et je pense que le film et cette saga devient un peu une saga chorale. Ça va alterner entre différents personnages à chaque fois, et il faut s'y habituer. Et d'ailleurs, en revoyant le film et en comprenant que c'est la suite directe du deuxième et en sachant ce qui se passe, le film alterne vraiment bien entre les différentes intrigues. C'est équilibré. À aucun moment tu te dis putain, cette intrigue ou une autre. C'est vraiment bien fait. Et c'est un film pour moi qui va complètement mettre de côté Jake dans les prochains films, le 4 et 5, pour se concentrer sur d'autres personnages. Donc en fait, pour moi, c'est un peu le symbole de cette franchise et d'Avatar de manière générale et de Pandora, c'est qu'en fait, oui, il y a Jake, une sorte d'élu, des choses comme ça, mais c'est lui qui va inspirer, motiver le peuple pour devenir un peu autre chose, un peu à la Seigneur des Anneaux ou à la Star Wars par exemple. Donc il fait bien son œuvre de science-fiction épique avec différents personnages. C'est pour ça que, en fait, oui, il y a littéralement des choses qui sont narrées par Loak dans ce film-là, ce qui n'est pas la même chose que le premier et le deuxième. Spider, le film finit sur lui. Jake qui est entre guillemets le personnage principal, mais pas trop. Donc je pense que c'est volontaire et c'est vraiment bien. Maintenant, l'idée de déménager Spider, j'ai vu des gens être dérangés par ça. Comment ça se fait que la famille est contente d'aller avec Spider à l'aventure et tout? En fait, c'est juste ça. Pour moi, c'est logique qu'une famille qui s'embrouille, qui n'a pas le choix face à donc ce manque de démocratie, c'est ce qu'ils disent dans le film, hein, c'est une famille, pas une démocratie, et une envie
d'aller passer du temps en famille, ensemble, un peu à l'aventure. Ils sont aussi fascinés par ces marchands, donc pour moi c'est 100% logique. C'est pas la fin de la discussion, du débat, mais c'est une aventure en famille, et vu qu'ils font pas beaucoup de choses en famille, c'est quelque chose qui peut vraiment les rendre heureux. C'est pas le problème qui est réglé. S'ils arrivaient sans problème, évidemment, à la colonie des humains slash anciens peuples de Jake et Neytiri, il y aurait eu encore une discussion. Mais forcément, ça a été complètement détourné par l'attaque qu'il y a eu là. La relation entre Spider et tous les personnages, je la trouve vraiment bien, surtout par rapport à Kiri. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce que c'est Sigourney Weaver de 70 ans qui a embrassé Jack Champion, l'acteur de Spider? Non. Non, c'était donc des doublures qui se sont embrassées. À un moment, c'était Spider qui embrassait un cascadeur ou une doublure, peu importe. Et de l'autre côté, c'était Sigourney Weaver qui embrassait quelqu'un de son âge. Encore une fois, c'est juste pour pas avoir un truc bizarre de 70 ans, 16 ans. Vous inquiétez pas, ils se sont pas vraiment embrassés, les acteurs, lors du tournage. Mais moi, je trouve leur relation jolie. J'y crois. Sigourney Weaver a annoncé d'ailleurs qu'elle fera la narration du 4e film, si le 4e film se fait. Encore une fois, hein, le 4e film, il est écrit depuis 10 ans, 12, elle a dit Sigourney Weaver. Donc vous voyez que Cameron, il a vu cette saga comme une saga entière avec tous les films qui vont se répondre. Et il y a une scène aussi par rapport à Kiri qui insulte Varang. Elle dit donc You witch. C'est une référence à Alien où Sigourney Weaver dit You bitch. Bon, voilà, c'est une petite blague et ça correspond bien à l'univers parce que du point de vue de Kiri, Varang est littéralement une sorte de sorcière. Donc ça, en vrai, c'est pas mal du tout. Et si on parle de Varang, il y a pas mal de gens qui sont déçus par le manque de présence qu'elle a parce que ces scènes sont géniales. Elle est à la fois sensuelle, charismatique, un peu une sorte de Joker et tout. Et c'est Quaritch qui reprend le dessus évidemment. Et je pense qu'il y a une déception par rapport à ça parce qu'elle est trop bien. Donc on a envie de la voir tout le temps constamment. On est un peu frustré de revoir encore Quaritch qui est le méchant, même si encore une fois il faut voir le 2 et le 3 comme un seul gros film. Mais en même temps, il y a ce truc où le marketing de Feu et de Cendre, littéralement c'est elle sur l'affiche, on se dit ok, ça sera le personnage majeur de l'œuvre. Et non, Quaritch est encore une fois l'antagoniste principal. Et c'est le souci, c'est que Cameron, il a écrit ces 4 films d'un coup avec son équipe. Donc forcément, oui, il a imaginé cette saga sur des films et des films. Donc forcément, tout sera concluant à la fin. Varang sera évidemment de retour, c'est une évidence. De toute façon, à la fin, elle s'en va sur son crâne. Donc elle sera de retour, c'est sûr. Maintenant, le souci est que, oui, c'est frustrant. Et je pense qu'un film doit suffire à lui-même. Mais fatalement, quand on a un personnage comme Varang qui est tellement apprécié, qui est tellement génial, et on le voit très peu, surtout qu'elle est mise de côté au milieu du film, parce que Quaritch devient de nouveau plus important. Encore une fois, c'est frustrant, mais je pense que ça fait partie de ce problème où tu dis, le mec, il a un plan, il a tout organisé, on verra dans les prochains films. Mais c'est pas satisfaisant. Tu me dis, on verra dans le prochain film. Non, moi je te dis qu'un film doit suffire à lui-même. Surtout quand t'attends 4-5 ans pour la suite. C'est chiant qu'il soit mis de côté, mais c'est chiant parce qu'en fait, on aimait le personnage et on voulait en voir plus. Donc à la fois, c'est une qualité positive de l'œuvre de faire un personnage qui est vraiment bien et nous donner envie d'en voir plus. En même temps, on n'en voit pas assez, donc c'est frustrant. Je comprends les gens, honnêtement, j'ai rien à dire sur ça, hein. Je pense que je suis d'accord avec les gens, mais en même temps, Quaritch, c'est un personnage qui est fascinant aussi. Et encore une fois, est-ce que le film aurait dû passer 1 heure pour présenter le Peuple du Feu aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je pense que ça aurait été frustrant ou meilleur. Je n'en sais rien, mais dans tous les cas, les gens auraient gueulé. Et je pense que pour l'instant, avoir peu de Varang, c'est pas mal. Mais s'il revient jamais dans Avatar, oui, là, c'est un drame. Ça serait catastrophique. Et puis, Una Chaplin était formidable. C'est le personnage le plus mémorable du film avec Quaritch. Et il y a plein de gens qui m'ont aussi dit qu'il y avait une version longue d'Avatar premier du nom. Alors oui et non, parce que oui, la version longue existe, la Special Edition où il y a des scènes sur Terre, il y a la scène de union entre, vous savez, littéralement avec le Kourou, entre Jake et Neytiri. Il y a plein de scènes supplémentaires dans la Special Edition, mais c'est pas la version de Cameron aujourd'hui. C'est une version spéciale avec ces scènes coupées qui ont été rajoutées, mais c'est pas une Director's Cut. La version que Cameron, et j'ai revérifié, accepte en tant que version définitive d'Avatar 1, c'est sa version initiale qui est sortie au cinéma. Et je pense que c'est logique parce qu'on n'a pas encore vu la Terre en théorie, sauf dans l'édition spéciale. Et vu qu'il la considère pas, je pense qu'il va faire des changements majeurs par rapport à la Terre. Il va changer beaucoup de choses aussi par rapport à comment on voit cet univers. Donc d'après moi, c'est volontaire, c'est voulu et il n'y a pas vraiment de version longue pour l'instant. Et le 2 n'a pas de version longue non plus pour le coup. J'avais fait la remarque qu'il n'y avait pas vraiment de In Memoriam ou R.I.P. John Lando, mais si, c'est tout à la fin du générique musical. Alors moi je l'ai pas vu durant ma séance presse, j'ai l'impression, alors je l'ai pas vu parce que ça va vite quand même. Mais oui, il y a bel et bien R.I.P. John Lando après la séquence en musique avec l'animation et tout, c'est bel et bien présent. Alors oui, Quaritch reste le meilleur personnage de la saga d'après moi. La fin sur What a Bitch face à Neytiri, pour moi, est vraiment parfaite. Pourquoi ? Parce que le mec allait rejoindre le Peuple du Feu. Il allait changer d'équipe, passer à autre chose, mais il voit Neytiri qui est littéralement face à lui et il sait que Neytiri va tirer. En plus de ça, il a peur de Neytiri. Donc le What a Bitch, c'est un peu un moment d'ironie de sa part. En mode, putain, on était si proche du but,
c'est dommage. Donc il le voit comme ça et il préfère se sacrifier. Se sacrifier, c'est quand même un truc solennel, fort, un peu christique aussi, parce que quand même beaucoup de références christiques. De toute façon, on a toujours fait ça, Cameron, dans ses références bibliques et tout. Mais là, c'est son sacrifice ultime. Maintenant, est-ce qu'il survit? Moi, je pense que oui, parce que littéralement, Varang est sur un Ikran, donc je pense qu'il va choper Quaritch. Mais si Quaritch ne revient pas, ça se tient aussi, en réalité. Il y a ce plan sur lui qui brûle plus ou moins. Il n'est pas encore en train de brûler, mais voilà. Je pense que ça se tient, je pense que c'est logique, je pense que ça passe. Ils se sont laissés un peu la porte ouverte. Ok, est-ce qu'on fait revenir Quaritch? Oui, non. Ils ont des solutions pour le faire revenir, c'est pas choquant et j'aime bien. Il y a aussi le côté très raciste, fétichiste, parce que voilà, lui est un énorme raciste des Na'vi, mais en même temps, il s'est trouvé une copine Na'vi. Donc il y a ce fétichisme, racisme qui est bien présent, et beaucoup de racistes sont aussi fétichistes des gens qu'ils détestent. Et c'est intéressant, il y a cette dualité à la fin, parce qu'il est évidemment maquillé comme le peuple du feu, mais en même temps il est en armure militaire. Donc on voit littéralement qu'il est tiraillé entre ces deux mondes, juste d'un point de vue visuel. Est-ce qu'il va se rebattre avec Jake dans le 4e film? Je pense que c'est fini. Je veux dire, même eux, dans ce 3e, ils se disent c'est bon, on a fait le tour, on s'arrête là, on arrête de se battre. Tout le but du film, c'est que eux arrêtent de se battre. Et c'est justement lui qui est rejeté par la RDA et qui rejoint Pandora. Mais il rejoint Pandora par le peuple du feu, ce qui est bien plus intéressant parce que c'est un peuple méchant, mais ça je l'ai aussi dit dans ma critique, je ne vais pas me répéter ici. Neytiri, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était intéressant parce qu'elle se lave les mains avec l'eau de la rivière, ce qui est quand même un symbole d'Eywa. C'est Eywa qui lave les mains de son sang, même si c'est pas du sang, c'est du maquillage. Je trouve que c'est intéressant et symbolique. Étonnamment, il y a plusieurs scènes de nudité dans le film. J'ai vu sur Twitter des gens partager des plans où on voit des tétons. Voilà, on voit le téton de Neytiri et de Varang. Neytiri, c'est lorsqu'elle se fait soigner par Latsaïk, interprété par Kate Winslet, Ronald. Et Varang, c'est lors d'une petite scène. Et c'est qu'en revoyant le film avec ses plans en tête, oui, on le voit bien. Ah, c'est un micro-truc, mais on voit bel et bien que ça a été modélisé et qu'il y a donc des poitrines nues dans Avatar. C'est assez rigolo que les censeurs n'aient pas vu ça parce que t'as pas le droit, normalement, de montrer ce genre de choses aux États-Unis. Bon, c'est comme ça, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais elle existe. Je maintiens encore une fois qu'il n'y a pas vraiment de facilité scénaristique me concernant par rapport aux enfants qui s'échappent, parce que tous les gens de ce rituel sont drogués, ils font pas attention, pour eux c'est des enfants, c'est pas important. Ça me choque moins, ils sont obsédés aussi par tout ce qui se passe, c'est pas du tout un truc qui est dérangeant. Maintenant, j'ai un souci avec Spider qui s'échappe par contre de la RDA parce que c'est bien plus flagrant au deuxième visionnage et il est quand même dans cette prison, tout le monde le surveille et tout, et il s'en va comme ça, alors qu'il y a des caméras qui le surveillent. Donc c'est un peu facile. Par contre, lui qui retrouve Jake et tout, ça me dérange pas. Mais c'est que la manière dont il est sorti de la RDA, un peu simple. À titre personnel, c'est pas des choses qui gâchent mon œuvre. Je pense que du moment que le scénario avance et que c'est intéressant et que c'est bien, je m'en fiche. Mais c'est que pour moi, la facilité scénaristique la plus marquante de l'œuvre, c'est bien Spider qui s'échappe de la RDA. Il n'y a toujours pas d'enjeu émotionnel avec Toruk Makto. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, peut-être le film au deuxième visionnage, je vais ressentir l'émotion de revoir Toruk Makto. Je me suis rematé les scènes du premier et tout. Il n'y a pas. Je suis désolé, il n'y a pas. En fait, il y a toute cette scène où il va dire, quand tu chevauches la bête, tu deviens la bête. J'ai évidemment paraphrasé parce que je l'ai vu en VO 2 fois, mais tu ressens jamais ça. Je veux dire, Jake a toujours été violent. C'est pas comme si d'un coup, le fait de chevaucher Toruk Makto, surtout que tout le monde l'appelle Toruk Makto, littéralement toute la saga, d'un coup, c'est redevenu une bête, un animal et tout. Non, il a toujours été aussi violent. S'il y avait une scène où il était vraiment hyper brutal à cause de Toruk Makto, bon, ok, j'aurais compris, mais là, il n'y a même pas ça, donc j'ai jamais compris cette idée sur Toruk Makto, cette intrigue sur lui par rapport à la bête et tout, je trouve que c'est vraiment mal fait. Et on ressent pas, en plus, t'as cette scène où il y a genre des cadavres et tout à côté de lui, il y a Toruk Makto qui fait un appel aux autres Ikran. Ça, c'est intéressant, j'avais pas fait gaffe la première fois, mais en gros, après sa blessure, Toruk Makto, il y a cette scène où on le voit en feu et tout, enfin, devant le feu, et il appelle les autres Ikran après que Eywa ait demandé. Donc ça reste un leader, Toruk Makto, par rapport aux autres Ikran. Mais bon, honnêtement, l'enjeu émotionnel de Jake qui le retrouve, j'y crois pas une seule seconde, et la scène est sympa avec lui, hein, mais voilà, émotionnellement, il n'y a pas assez de choses. Et encore une fois, le film est full action, je pense qu'il prend le temps pour bien mettre en avant les enjeux, dès la scène avec les marchands du ciel. C'est un passage qui est étonnamment long pour le coup, mais dans le bon sens du terme, il montre les problèmes entre Loak et Jake, et c'est toujours pas réglé, tu vois qu'il y a une vraie, pas haine je dirais, mais une frustration de la part de Jake par rapport à Loak, qui l'écoute jamais. Bon, voilà, c'est quelque chose qui est pas mal, ça montre aussi bien le contexte géographique, cependant, on voit jamais la créature mourir. Je veux dire, on voit ce truc-là en haut exploser, mais la créature qui tire justement ces marchands, on la voit pas mourir. Alors, elle tombe dans la forêt, mais on voit le reste, mais jamais la petite créature. C'est particulier. Moi, je trouve que la créature aurait peut-être dû être montrée ou comme une créature qui meurt ou qui s'échappe, mais on la voit pas du tout. Et j'ai un avis peut-être un peu populaire sur la musique, mais en revoyant le film, j'ai trouvé la musique plus marquante que le deuxième film.
Je sais pas si la BO est disponible, je vais l'écouter de toute façon, mais je l'ai trouvé bien plus marquante. Maintenant que tu peux te concentrer sur la musique aussi, en plus de prendre la claque visuelle du premier visionnage, là t'as aussi la musique en tête, et je l'ai trouvé honnêtement meilleure. J'ai trouvé ça intéressant, et pourtant j'ai vu le deuxième film 2 fois cette année, hein, donc je l'ai très bien en tête, la musique du deuxième. Et là, la musique est bien. Est-ce que c'est au niveau de James Horner? Bien sûr que non, on est d'accord, parce que ça reprend ses thèmes et tout. Même si Simon, le compositeur, c'est le protégé de James Horner, hein, c'est pour ça qu'il a été choisi. Il a beaucoup bossé avec lui. La musique est vachement bien, honnêtement. C'est pas au niveau du premier, c'est pas au niveau de la carrière de James Cameron, mais la musique est bien, et ça je le maintiens. Et des thèmes qui reviennent, qui sont nouveaux, qui sont sympas, ça crée quelque chose de mélodieux, qui est vraiment cool. Il y a une ambiance qui s'installe grâce au son. Le travail sur le son est génial de base, j'en ai déjà parlé. Mais bref, la musique, je trouve qu'elle est vachement bien, mine de rien, et j'ai hâte de l'écouter parce que je pense qu'elle va être encore meilleure en la réécoutant. Pour conclure de nouveau cette nouvelle critique, j'ai envie de vous dire que c'est le moins bon des trois, ça c'est sûr, mais quel plaisir tout de même. Je veux dire, c'est tellement bien, c'est du pur film de cinéma grandiose comme on n'en voit jamais au fait au cinéma. Des trucs comme ça, il y en a peut-être un tous les 2 ans, tous les 3 ans. Allez, quand un grand réal sort un truc impressionnant, mais on voit jamais ce genre de film et ça fait grave plaisir d'en avoir un comme ça. C'est presque une communion d'aller voir ce genre de film en salle. C'est dingue, personne ne fait des films comme James Cameron, ça c'est une évidence. On reparlera de Cameron, hein. De toute façon je pense que je prépare une autre vidéo sur Avatar, sur Cameron, un petit peu. J'ai envie de le revoir une 3e fois, mais c'est pas urgent. C'est pas un truc que je dois faire dans ma vie. La 2e fois, c'était obligatoire pour ce genre de film, mais je me dis 3e fois, ça peut être sympa si j'ai le temps. Pourquoi pas en janvier, quelque chose comme ça. Le 2 reste le meilleur d'après moi, ensuite le 1, ensuite celui-ci. Mais globalement, j'étais vraiment diverti. C'est un super film, j'ai adoré. Donc je ne peux que le conseiller encore une fois. C'est un grand, grand spectacle. Le genre de film qu'on aime voir au cinéma, de blockbuster. Et donc je ne peux que motiver les gens à aller voir ce genre de film, à voir s'il va dépasser les 2 milliards. Je suis très curieux, mais on en reparlera évidemment. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez des arguments. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer tous les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03 € par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Twitch, Instagram, TikTok. Et maintenant, toutes les vidéos sont aussi disponibles en mode podcast sur toutes les plateformes. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.